Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 12, Immunologie de la transplantation, à la section A, Histoire, définition, principes de base et mécanismes. Dans ce cours, nous parlerons de transplantation et des phénomènes immunologiques qui lui sont liés. Nous parlerons tout d'abord de l'histoire et des principes de base de la transplantation. Nous aborderons ensuite le rôle primordial des lymphocytes T et des gènes MHC. Dans la prochaine section, la section B, nous parcourrons les mécanismes de rejet de greffe, de la phase de sensibilisation à la phase effectrice du rejet, puis aborderons les manifestations cliniques de rejet de greffe. Finalement, dans la dernière section, la section C, nous aborderons les cas spécifiques des réactions de transfusion sanguine et de la maladie du greffon contre l'hôte, ou, en anglais, graft versus host disease, dans le cadre de transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Nous finirons cette présentation en expliquant les différents mécanismes liés aux thérapies immunosuppressives essentielles à une transplantation réussie. Le principe même de la transplantation est simple. Il consiste en un donneur à qui l'on prélève des cellules, tissus ou organes pour les transférer à un receveur dans le besoin. Cependant, comme vous le savez bien, le corps humain est doté d'un système immunitaire dont le rôle est justement de reconnaître et détruire les cellules du non-soi, rendant le processus de transplantation complexe à réussir avec succès. Durant ces prochaines minutes, je vais vous expliquer comment notre compréhension de la biologie immunitaire a permis l'utilisation de la transplantation, ainsi que les mécanismes immunitaires impliqués. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il existe plusieurs catégories de greffes selon la source de celle-ci. Nous pouvons ainsi définir les catégories suivantes. Tout d'abord, l'autogreffe, définie simplement comme le transfert de tissu d'un individu sur lui-même. Ce processus est utilisé par exemple pour le traitement des grands brûlés, où l'on transfère une partie de peau saine vers le site de la brûlure. On parle d'isogreffe quand des cellules, tissus ou organes sont transférés entre deux individus génétiquement identiques, comme c'est le cas par exemple pour des jumeaux homozygotes ou des souris syngéniques. On parle d'allogreffe quand on transplante cellules, tissus ou organes entre deux individus de la même espèce, mais génétiquement différents. L'allogreffe est utilisée dans la plupart des transplantations humaines. Finalement, la xénogreffe est définie comme le transfert de tissu entre deux espèces différentes, comme par exemple les valves de cœur de cochon qui peuvent être transférées à l'humain. Quand on procède à une transplantation, seules les greffes génétiquement identiques à l'individu greffé, comme l'autogreffe ou l'isogreffe, seront naturellement acceptées par le corps. Si le contenu génétique n'est pas identique, comme dans l'allogreffe ou la xénogreffe, le greffon sera rejeté. Ce concept a été démontré historiquement lors des premières tentatives de transplantation humaine au XXe siècle. En effet, lors de la première tentative en 1952 à l'hôpital Necker de Paris, une allogreffe rénale fut tentée, mais le rein rejeté après seulement 3 semaines. 2 ans plus tard, à Boston, des chirurgiens tentèrent une isogreffe entre deux jumeaux identiques. L'organe fut toléré par le receveur et il survécut 8 ans de plus. Ces constatations suscitent des questions auxquelles nous allons répondre durant ce cours. Quels sont les mécanismes de réjection d'allogreffe et comment utiliser ces connaissances pour améliorer les résultats des transplantations? Les règles de base de la transplantation ont été élucidées par des études sur la transplantation de peau entre souris syngéniques, c'est-à-dire génétiquement identiques, et ont mis en évidence l'importance des lymphocytes T dans la tolérance ou le rejet d'une greffe. Pour comprendre ceci, des scientifiques ont d'abord tenté une greffe de peau entre souris syngéniques et ont remarqué que cette greffe était tolérée. Par contre, si la greffe se fait de manière allogénique, c'est-à-dire entre deux souris avec une génétique différente, la greffe est vite rejetée par la souris receveuse en un laps de temps d'environ 10 jours. De plus, on a remarqué que si l'on tentait une deuxième greffe allogénique sur cette même souris, le rejet est fortement accéléré, mettant en évidence un phénomène de mémoire d'une transplantation précédente. Finalement, le rôle des lymphocytes T dans ce processus de mémoire et rejet accéléré a été mis en évidence par le transfert de lymphocytes T d'une souris sensibilisée, c'est-à-dire qui avait déjà subi une greffe auparavant, vers une souris naïve qui n'a jamais subi de greffe. En effet, dans ce contexte, la souris naïve envers qui on tente une greffe allogénique rejette la greffe de manière accélérée, comme si elle avait été greffée auparavant.
Pris ensemble, ces résultats ont confirmé que pour qu'une greffe soit tolérée, les individus devaient être génétiquement semblables et que les lymphocytes T étaient les principaux médiateurs du rejet. La preuve finale de l'implication des lymphocytes T a été obtenue avec le développement des souris nude qui comportent une mutation du gène FOXN1. À cause de cette mutation, les souris nude ne développent pas de thymus fonctionnel. Or, cet organe est nécessaire pour la maturation des lymphocytes T. Les souris nude n'ont donc pas de lymphocytes T matures et fonctionnels. Ceci permet de procéder à des allo- et xénogreffes sur ces souris sans rejet, prouvant ainsi le rôle central des lymphocytes T dans le processus de rejet de greffe. On peut donc définir le rejet de greffe comme une réaction inflammatoire due au système immunitaire adaptatif, donc pourvu de mémoire et spécificité. Pour réussir à dépasser les limitations dues aux lymphocytes T dans les allo- et xénogreffes, il est donc essentiel de comprendre comment ces lymphocytes reconnaissent les cellules et tissus provenant d'un individu génétiquement différent. Durant son développement, le lymphocyte T est entraîné à reconnaître des antigènes. Si deux individus possèdent des antigènes similaires, comme par exemple deux jumeaux identiques, on dit qu'ils sont histocompatibles. Plusieurs antigènes déterminent l'histocompatibilité, notamment les antigènes ABO des groupes sanguins que nous traiterons dans la section C de ce cours. Cependant, les antigènes les plus importants pour l'histocompatibilité sont exprimés dans le complexe majeur d'histocompatibilité appelé MHC, présent chez tous les mammifères sous forme de glycoprotéines de membrane contenant un sillon médian dit de présentation et permettant de lier les antigènes peptidiques. Pour être reconnus par les lymphocytes T, les antigènes peptidiques doivent être rendus accessibles à un récepteur pour l'antigène présent à la surface du lymphocyte T, le récepteur TCR. Cette fonction de présentation est assurée par les molécules exprimées par le MHC. Les molécules du MHC, étant essentielles à la reconnaissance des antigènes peptidiques par le récepteur TCR des lymphocytes T, sont donc centrales au processus d'histocompatibilité, régulant la tolérance ou le rejet d'une greffe. Deux individus ayant des MHC similaires présenteront en effet une bonne histocompatibilité, alors que dans le cas contraire, une greffe sera vite rejetée. Cependant, comme nous allons le voir, le MHC possède une structure complexe et est extrêmement variable d'un individu à l'autre, ce qui rend la probabilité de trouver deux individus MHC compatibles, donc histocompatibles, très difficile. Pour comprendre ces difficultés, il faut s'intéresser à la structure des gènes codant pour le MHC qui, chez l'humain, est nommé HLA pour Human Leukocyte Antigen. Les gènes HLA classiques codent pour les molécules qui assurent la fonction de présentation de l'antigène et l'histocompatibilité. Ils sont localisés sur le bras court du chromosome 6. On observe trois régions ou classes différentes dans ce locus. La première, le MHC de classe 1, comprend les gènes HLA-A, HLA-B et HLA-C. La deuxième, la classe 2, comprend les gènes HLA-DP, HLA-DQ et HLA-DR. Finalement, le MHC de classe 3 contient des gènes codant pour des protéines du système du complément ainsi que pour les lymphotoxines et le TNF. La classe 3 ne contenant pas de gènes intervenant dans la présentation antigénique, je vais vous présenter en détail les similarités et différences entre les MHC de classe 1 et 2 qui, ensemble, sont très importantes pour déterminer l'histocompatibilité entre deux individus. Commençons d'abord avec les similitudes entre les HLA de classe 1 et 2. Il existe un très grand nombre d'allèles différentes codant pour les HLA, jusqu'à plusieurs centaines pour certains gènes. Les gènes codant pour le HLA sont en effet les gènes les plus polymorphes de l'espèce humaine. Cependant, chaque individu est hétérozygote pour la plupart de ces gènes HLA de classe 1 et 2, en recevant une copie de chacun de ses parents. Chaque individu n'exprime donc que deux allèles différents par gène HLA, pris dans le pool de plusieurs centaines de gènes présents dans l'espèce humaine. Ces caractéristiques créent une sorte de signature HLA, quasiment unique pour chaque être humain. La transmission génétique des gènes HLA suit une logique mendélienne. Au sein d'une famille, chaque parent transmettra un de ses chromosomes 6 qui contient tous les gènes codant pour le HLA. Ceci implique que chaque individu reçoit une copie d'un set entier des gènes HLA
aussi appelé haplotype HLA, de chacun de ses parents. C'est ce qu'on appelle la transmission verticale en bloc. L'expression de chacun de ces haplotypes est faite en parallèle, d'une façon codominante, ce qui veut dire que chaque copie de gène est exprimée à part égale. Pour résumer, la probabilité que deux individus tirés au hasard dans la population aient la même signature HLA est infime, alors que pour deux enfants différents nés de mêmes parents, elle monte à 1 chance sur 4. Dans le cadre de la transplantation, si l'on cherche un donneur compatible, on aura donc beaucoup plus de chances de le trouver au sein de sa famille que dans la population en général. Finalement, dû également à la transmission en bloc d'un haplotype HLA, certaines combinaisons de gènes HLA se retrouvent plus souvent ensemble que d'autres, comme par exemple le trio HLA-A1 avec le HLA-B8 et le HLA-DR3. La fréquence de ces combinaisons dans une population dépend de beaucoup de facteurs, notamment de l'origine des ancêtres, de par la nature génétique de la transmission. Si l'on cherche un donneur compatible, on aura donc plus de chances de le trouver dans une population ayant des origines géographiques communes avec le receveur. La fonction de base des HLA de classe 1 et 2 est similaire. Ils servent à la présentation d'antigènes. Cependant, des différences notables de fonction sont à remarquer. En effet, les HLA de classe 1 sont présents sur toutes les cellules nucléées, alors que les HLA de classe 2 sont limités aux cellules présentatrices d'antigènes, notamment les cellules dendritiques, les monocytes, les macrophages et les lymphocytes B. De plus, l'expression de ces HLA peut varier. Les HLA de classe 1 sont par exemple plus faiblement exprimés ou carrément absents dans certains tissus, et leur expression augmente en cas d'état inflammatoire. Pour les HLA de classe 2, leur expression peut être induite sur des cellules épithéliales en cas d'inflammation. Finalement, la différence majeure entre les deux classes de HLA est qu'ils n'interagissent pas avec les mêmes types de lymphocytes. En effet, les HLA de classe 1 interagissent avec les lymphocytes T CD8, alors que les HLA de classe 2 interagissent avec les lymphocytes T CD4. En conclusion, l'importance des deux classes de HLA varie selon la localisation, la présence d'un état inflammatoire et le type de réponse immunitaire. Avant de conclure cette section, il est important de remarquer que les gènes HLA ne sont pas les seuls responsables de l'histocompatibilité entre deux individus. D'autres antigènes, comme par exemple l'antigène HY, présent uniquement chez les hommes, peuvent médier un rejet de greffe. Dans ce cas, le rein sera rejeté chez les femmes qui développeront des anticorps anti-HY. Ces sortes d'incompatibilités induisent un rejet plus lent que les incompatibilités HLA, mais rajoutent néanmoins de la complexité à obtenir une transplantation réussie. En résumé, il existe donc 3 situations possibles lorsqu'on effectue une greffe. Dans la première, si l'histocompatibilité est parfaite, comme chez les souris syngéniques qui sont génétiquement identiques, la greffe sera totalement tolérée. En cas d'incompatibilité MHC ou HLA chez les humains, la greffe sera vite rejetée. Finalement, en cas d'incompatibilité d'un gène mineur d'histocompatibilité, la greffe sera également rejetée, mais de façon plus lente. Nous voilà arrivés à la fin de la section A du cours sur la transplantation. Durant cette présentation, je vous ai expliqué le rôle essentiel des lymphocytes T dans le rejet de greffe. Ce rejet est donc orchestré par le système immunitaire adaptatif et fait preuve de mémoire et spécificité. Durant le processus de rejet, les lymphocytes T reconnaissent principalement les MHC du donneur, ou HLA chez les humains, qui sont des structures nécessaires à la présentation des antigènes. Ces HLA peuvent être de classe 1 ou 2, avec des différences notables de fonction et d'expression. En effet, la présence de HLA de classe 1 est ubiquitaire sur toutes les cellules nucléées de l'organisme et interagit avec les lymphocytes T. Les HLA de classe 2, quant à eux, sont présents quasi uniquement sur les cellules présentatrices d'antigènes professionnels et interagissent avec les lymphocytes T CD4. Finalement, outre les incompatibilités HLA, il existe des antigènes d'incompatibilité mineure, comme le HY chez les hommes, qui peuvent être reconnus par les lymphocytes du receveur et donc déclencher un mécanisme de rejet de greffe. Ce mécanisme de rejet est plus lent qu'une incompatibilité HLA. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie.
nous sommes au chapitre 12, Immunologie de la transplantation, à la section B, Rejet de greffe. Dans cette section, nous parcourrons les mécanismes de rejet de greffe de la phase de sensibilisation à la phase effectrice du rejet, puis aborderons les manifestations cliniques de rejet de greffe. Le rejet d'une greffe est principalement provoqué par une réponse immunitaire cellulaire dirigée contre des allo-antigènes, donc des antigènes du non-soi. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, les allo-antigènes les plus importants dans le rejet d'une greffe sont les MHC ou HLA chez les humains. Dans le contexte d'une greffe, la reconnaissance d'allo-antigènes par les lymphocytes T provoque une activation exceptionnellement puissante de ceux-ci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, plusieurs clones de lymphocytes peuvent reconnaître le même allo-antigène MHC. De plus, un même greffon exprime plusieurs MHC qui peuvent chacun être reconnus. En conclusion, entre 0,1 et 1% de tous les lymphocytes d'un organisme peuvent s'activer en présence d'une allogreffe, alors que seuls entre 0,0001% et 0,001% des lymphocytes s'activent en présence d'un antigène étranger normal. C'est donc une réaction globalement 1000 fois plus importante. Mécanistiquement, le rejet de greffe peut être divisé en deux phases. En premier, on observe une phase de sensibilisation où les lymphocytes reconnaissent les allo-antigènes, s'activent et prolifèrent en conséquence. Puis vient la phase effectrice où le greffon est détruit par le système immunitaire. Durant la phase de sensibilisation, les lymphocytes T du receveur peuvent reconnaître les MHC du donneur via deux mécanismes distincts. En premier, les lymphocytes T alloréactifs, c'est-à-dire spécifiques contre le complexe MHC allo-antigène du donneur, reconnaissent ces complexes à la surface des cellules présentatrices d'antigènes du donneur. Dans ce cas, les lymphocytes T activés peuvent directement détruire les cellules du greffon. C'est ce qu'on appelle l'alloreconnaissance directe. À l'opposé, on trouve l'alloreconnaissance indirecte qui nécessite plusieurs étapes. En effet, lors de la greffe, certaines cellules contenues dans le greffon vont mourir. Elles vont alors former des corps apoptotiques qui seront phagocytés par les cellules présentatrices d'antigènes du receveur, comme par exemple les cellules dendritiques. Une fois le corps apoptotique phagocyté, la cellule va alors présenter l'antigène qui sera reconnu par un lymphocyte T du receveur, qui peut s'activer. Il est important de comprendre que via le mécanisme d'alloreconnaissance indirecte, les lymphocytes T activés ne peuvent pas attaquer les cellules du greffon directement. En effet, ces lymphocytes sont dirigés spécifiquement contre les allo-antigènes du donneur, exprimés par le MHC du receveur. Ils ne peuvent donc pas reconnaître les cellules du greffon, qui ont les allo-antigènes présentés par le MHC du donneur, et donc ne peuvent pas tuer directement les cellules du donneur. Cependant, les mécanismes d'alloreconnaissance indirecte peuvent engendrer un état inflammatoire qui, comme son nom l'indique, attaquera indirectement les cellules du greffon, expliquant sa présence dans le rejet de greffe, notamment dans les rejets chroniques. Malgré l'identification de ces deux mécanismes de sensibilisation, les contributions relatives des alloreconnaissances directes et indirectes ne sont pas encore complètement comprises et sont le sujet de nombreuses recherches. Il n'est pas très clair non plus comment la costimulation intervient sur les cellules présentatrices d'antigènes. Dans ce contexte, l'hypothèse actuelle prépondérante serait que la sensibilisation directe soit plus importante durant la phase aiguë du rejet de greffe et que l'indirecte soit plus importante dans les phases tardives du rejet. Il est également possible que le processus soit déclenché par la nécrose de cellules du greffon, due à une phase ischémique initiale durant la transplantation. Une fois les lymphocytes T activés durant la phase de sensibilisation, on rentre dans la phase effectrice où il existe plusieurs mécanismes pour détruire les cellules visées. En premier lieu, on trouve la réponse inflammatoire induite par l'action combinée de lymphocytes T CD4 et des cytokines. Dans ce mécanisme, les lymphocytes CD4 interagissent avec les cellules présentatrices d'antigènes via la présentation de l'allo-antigène, ce qui pousse les cellules présentatrices d'antigènes à sécréter des cytokines qui rejoindront la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, ces cytokines induiront l'extravasation de cellules inflammatoires qui provoqueront des lésions tissulaires. Le deuxième mécanisme décrit est plus direct, il implique une cytotoxicité directe des lymphocytes T CD8. Dans ce contexte, les lymphocytes T CD8 reconnaissent les complexes allo-antigènes MHC à la surface des cellules du greffon. Cette interaction provoque l'activation des lymphocytes T CD8 qui détruiront alors directement les cellules visées. Le dernier mécanisme, la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, implique des anticorps IgG
dirigés contre les allo-antigènes du greffon. En cas de présence d'anticorps dirigés contre ces allo-antigènes, ils permettront la fixation de cellules inflammatoires, comme ici des neutrophiles ou des macrophages, via un récepteur Fc. Cette fixation induit la libération d'enzymes et de ROS qui attaqueront les cellules visées. Outre les neutrophiles et macrophages, d'autres cellules possèdent cette capacité destructrice, comme les cellules natural killers ou les éosinophiles, avec chacune des mécanismes qui leur sont propres. Finalement, il est important de remarquer qu'aucun de ces processus ne nécessite l'activation du système du complément pour être effectué. Ces mécanismes ne sont donc pas ou peu impliqués dans les rejets hyperaigus et aigus que nous traiterons dans la suite de ce cours. En prenant en compte les mécanismes impliqués dans les phases de sensibilisation et les phases effectrices, on peut résumer le rejet d'une greffe ainsi. Dans le premier cas de figure, on retrouve une cellule présentatrice d'antigène du donneur d'organes, ici une cellule dendritique, qui exprime le MHC du donneur couplé à un antigène du donneur. Une fois l'organe greffé dans le corps du receveur, cette cellule dendritique sera drainée par un vaisseau lymphatique en direction du nœud lymphatique du receveur le plus proche. Arrivée dans le nœud lymphatique, cette cellule sera alors reconnue par les lymphocytes T CD8 alloréactifs comme n'appartenant pas au receveur. Activés, ces lymphocytes vont alors proliférer et rejoindre la circulation sanguine. Puis finalement rejoindre l'organe greffé où elles détruiront les cellules du greffon par cytotoxicité directe. L'autre cas de figure implique les cellules dendritiques du receveur ayant migré jusqu'au greffon. Ces cellules dendritiques vont phagocyter et présenter des antigènes du donneur qui correspondent à des allo-antigènes via leur MHC de type 2 car apportés par la voie de présentation exogène. Comme précédemment, ces cellules dendritiques vont alors être drainées dans un vaisseau lymphatique en direction d'un nœud lymphatique. Une fois arrivées dans le nœud lymphatique, elles vont présenter l'allo-antigène à des lymphocytes T CD4 alloréactifs via leur MHC de type 2. Ceci induira l'activation et la prolifération des lymphocytes. Comme précédemment, les lymphocytes T CD4 activés vont sortir du nœud et partir dans la circulation. Une fois dans le greffon, ces lymphocytes T CD4, qui ont été activés par des cellules dendritiques du receveur, ne peuvent pas directement reconnaître les allo-antigènes à la surface des cellules du donneur. Ce mécanisme n'implique donc pas une cytotoxicité directe. Cependant, ces lymphocytes T CD4 peuvent reconnaître des allo-antigènes à la surface de cellules présentatrices d'antigènes du receveur, présentes dans le tissu greffé. Dans ce cas, le lymphocyte sécrétera alors des cytokines pro-inflammatoires qui induiront, in fine, une destruction du tissu greffé. Après avoir abordé en détail les mécanismes moléculaires du rejet de greffe, je vais maintenant vous expliquer quelles sont les conséquences cliniques d'un tel rejet. Au niveau clinique, on observe 3 types différents de rejet de greffe, chacun avec une dynamique temporelle et des mécanismes appliqués différents. Le premier type de rejet est le rejet dit hyperaigu qui survient moins de 24 heures après la greffe. On trouve ensuite le rejet aigu qui survient quelques jours, voire quelques semaines après la greffe. Et finalement, on décrit le rejet chronique comme un rejet de greffe survenant des mois, voire des années après la transplantation. Le rejet hyperaigu survient si le receveur a développé des anticorps dirigés contre les allo-antigènes du donneur avant la greffe. Dans ce cas, ces anticorps s'ancrent aux allo-antigènes du greffon. Cet ancrage induit alors l'activation du système du complément et l'infiltration de cellules neutrophiles qui provoquent une réaction inflammatoire causant la destruction des parois endothéliales, la formation de caillots sanguins et in fine l'ischémie, c'est-à-dire l'absence de flux sanguin suffisant et donc un manque d'oxygène, et la nécrose du greffon. Pour juger le risque que le receveur fasse un rejet hyperaigu, on peut évaluer plusieurs facteurs de risque. Tout d'abord, il est essentiel que le donneur et le receveur partagent le même groupe sanguin, sans quoi les anticorps spécifiques dirigés contre les antigènes des groupes sanguins ABO provoqueront une réaction immunitaire. Ces mécanismes seront abordés avec plus de détails dans la section C de ce cours. Les personnes ayant été préalablement transfusées dans leur vie ont aussi plus de chances d'avoir développé des anticorps dirigés contre des cellules d'un autre individu, de par le contact sanguin imposé par la transfusion.
Suivant la même logique, les femmes ayant déjà accouché au moins une fois dans leur vie sont à risque d'avoir mélangé leur sang à celui de leur bébé durant l'accouchement et risquent d'avoir développé des anticorps contre ceux-ci. Finalement, le rejet de greffe dépendant des lymphocytes T et du système immunitaire adaptatif, toute personne ayant déjà été transplantée au moins une fois dans sa vie est à risque d'avoir développé des mécanismes de mémoire contre les greffons, par le biais des anticorps. Heureusement, il existe un moyen simple d'évaluer le risque de rejet hyperaigu avant de transplanter. En effet, on peut évaluer la présence d'anticorps préexistants chez le receveur, dirigés contre les cellules du donneur, en mélangeant in vitro du sérum du receveur, qui contient les anticorps sanguins, des lymphocytes du donneur et un colorant. Si le sérum du receveur contient des anticorps dirigés contre le donneur, les anticorps vont s'ancrer aux lymphocytes du donneur et provoquer la lyse de leur paroi cellulaire, permettant au colorant d'entrer dans la cellule. Dans ce cas, la cellule prendra la couleur du colorant et le test sera positif, et donc la greffe impossible. Si au contraire il n'y a pas de réaction, le lymphocyte du donneur gardera son intégrité, ne permettant pas au colorant d'y pénétrer. Le test sera alors négatif et la greffe possible. Le rejet aigu diffère du rejet hyperaigu, premièrement car il intervient plus tard, quelques jours ou semaines après la transplantation, et car il ne nécessite pas la présence d'anticorps préexistants. Dans le rejet aigu, c'est la présence de lymphocytes T CD4 et CD8, alloréactifs, donc dirigés contre les cellules du greffon, qui initie le mécanisme de rejet. Après une phase de sensibilisation, les lymphocytes T induisent l'inflammation et la destruction du greffon. Une fois la réaction immunitaire initiée, elle peut également mener à la création d'anticorps alloréactifs circulant dans le réseau sanguin. Ceux-ci peuvent alors activer le système du complément, qui provoquera une inflammation des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, aussi appelées endothélites, diminuant ainsi le flux sanguin vers l'organe greffé et accélérant ainsi le rejet de greffe. Finalement, le rejet chronique survient beaucoup plus tard, des mois, voire des années après la transplantation. Dans le rejet chronique, des lymphocytes T CD4 alloréactifs collaborent avec les cellules présentatrices d'antigènes et provoquent une inflammation chronique. L'agression continue, due à l'inflammation chronique, pousse alors les cellules des vaisseaux sanguins à proliférer, ce qui engendre une diminution du diamètre des vaisseaux, allant jusqu'à leur obstruction totale. Si suffisamment de vaisseaux sont atteints, le greffon recevra progressivement de moins en moins de sang et finira par mourir, provoquant le rejet de la greffe. De nos jours, nous maîtrisons bien les aspects liés au rejet hyperaigu et aigu, notamment via les tests d'histocompatibilité et l'utilisation d'immunosuppresseurs que je détaillerai dans la section C de ce cours. Le rejet chronique est malheureusement moins maîtrisé et est en train de devenir la cause la plus fréquente de perte de greffons. Nous voilà arrivés à la fin de la section B du cours sur la transplantation. Durant cette présentation, je vous ai expliqué les différentes phases du rejet de greffe. Mécanistiquement, on observe une première phase de sensibilisation où les lymphocytes T, principaux effecteurs du rejet de greffe, sont activés, soit directement par des allo-antigènes présentés à la surface des cellules dendritiques du donneur, c'est ce qu'on appelle l'alloreconnaissance directe, soit de façon indirecte via des allo-antigènes présentés par les cellules présentatrices du receveur. Une fois activés, les lymphocytes T prolifèrent et entrent dans la phase effectrice où ils détruisent les cellules du greffon de façon directe pour les lymphocytes T CD8 ou en induisant un état inflammatoire pour les lymphocytes T CD4. Cliniquement, il existe 3 formes de rejet de greffe qui se différencient par leur cinétique et leur mécanisme. Le rejet hyperaigu, tout d'abord, survient dans les 24 heures qui suivent la greffe et implique la présence d'anticorps alloréactifs préexistants. Le rejet aigu, quant à lui, est initié par la présence de lymphocytes T alloréactifs et survient quelques jours ou semaines après la transplantation. Finalement, le rejet chronique, qui survient plusieurs mois ou années après la greffe, et qui devient progressivement la cause la plus fréquente de rejet de greffe, implique la coopération entre des lymphocytes T et les cellules présentatrices d'antigènes qui poussent à l'inflammation chronique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 12, Immunologie de la transplantation, à la section C, Applications cliniques. Dans cette section, nous évoquerons les réactions immunitaires propres à certaines transplantations spécifiques, notamment la transfusion sanguine et la transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Nous expliquerons ensuite le principe et les mécanismes des thérapies immunosuppressives, thérapies qui sont essentielles pour prévenir le rejet de greffe.
Finalement, nous résumerons les avancées technologiques ayant permis le développement de la transplantation et évoquerons les limites de son applicabilité. La transfusion sanguine est l'action par laquelle on transfère du sang d'un donneur vers un receveur. C'est donc techniquement une allogreffe de sang contenant de multiples cellules dont les globules rouges qui sont les cellules responsables de l'acheminement de l'oxygène vers les organes. Or, ces globules rouges possèdent des antigènes de surface nommés A, B et O qui définissent le groupe sanguin d'un individu. Ces antigènes ABO sont des carbohydrates dont la terminaison est distincte pour chaque groupe. Ce sont ces terminaisons qui vont agir comme antigènes et définir le groupe sanguin. Ainsi, les gens des groupes A et B auront respectivement une terminaison de N-acétylgalactosamine ou de galactose, alors que le groupe O ne possède pas de terminaison spécifique, empêchant ainsi qu'ils réagissent avec des anticorps. Pour définir la compatibilité de transfusion entre deux individus, il est important de connaître leur groupe sanguin ABO. Chaque individu reçoit un gène codant pour l'antigène A, B ou O de chacun de ses parents, selon une logique mendélienne. Comme l'antigène O n'est pas réactif et a donc un caractère récessif, on peut définir 4 groupes sanguins différents. Le groupe O, qui reçoit 2 antigènes O de ses parents, est défini comme double O ou OO, n'a pas d'antigène réactif. Le groupe A reçoit au moins un antigène A de l'un de ses parents et peut donc être double A ou AO. Le groupe B reçoit au moins un antigène B de l'un de ses parents et peut donc être double B ou BO. Finalement, le groupe AB reçoit un antigène A de l'un de ses parents et un antigène B de l'autre. Selon son groupe, un individu possède ou ne possède pas certains anticorps appelés isohémagglutinines, dirigés contre les antigènes A et B. Les isohémagglutinines sont usuellement des anticorps de classe IgM et existent dû à la présence de déterminants antigéniques microbiens similaires dans le système digestif. C'est la réaction entre les anticorps du receveur et les antigènes du donneur qui sont responsables d'une incompatibilité de transfusion. Pour comprendre quel groupe sanguin peut être transfusé avec lequel, il est donc essentiel de prendre en compte les antigènes de surface ABO et les isohémagglutinines. Pour le groupe O, par exemple, comme il ne possède pas d'antigène de surface, son sang contiendra les isohémagglutinines anti-A et anti-B. Ceci implique donc qu'un individu du groupe O ne pourra recevoir du sang que d'une personne du même groupe que lui. En effet, le sang de l'individu O réagirait avec tout globule rouge ayant un antigène de surface A ou B. Au contraire, comme les globules rouges des individus du groupe O ne contiennent pas d'antigène de surface, ils peuvent donner leur sang à tous les autres groupes. Pour cette raison, on dit des personnes du groupe O qu'elles sont des donneurs universels. Les individus du groupe A possèdent un antigène A, ils auront donc des isohémagglutinines anti-B. Ils peuvent donc recevoir du sang des personnes du groupe A et O et en donner au groupe A et AB. Par miroir, les individus du groupe B possèdent des isohémagglutinines anti-A, ils peuvent donc recevoir du sang des personnes du groupe B et O et en donner au groupe B et AB. Finalement, le groupe AB, contenant les antigènes A et B, il ne possède pas d'isohémagglutinine. Ils peuvent donc recevoir du sang de tous les autres groupes, mais ne peuvent en donner qu'à leur propre groupe. Des incompatibilités entre groupes sanguins peuvent entraîner des réactions de transfusion qui se rapprochent d'un rejet hyperaigu. On retrouve une lyse intravasculaire des globules rouges du donneur par activation du système du complément qui entraîne la présence d'hémoglobine libre dans le sang quelques heures après la transfusion. Cette hémoglobine libre peut causer de nombreuses lésions tissulaires, notamment dans les reins qui filtrent le sang en causant leur obstruction, ainsi qu'une coagulation intravasculaire disséminée qui peut être source d'hémorragie interne et de formation de caillots sanguins. En conclusion, il est essentiel de s'assurer de la compatibilité des groupes sanguins du donneur et du receveur avant de procéder à une transfusion, pour éviter les réactions de transfusion. Outre la transfusion sanguine, qui équivaut à la transplantation de globules rouges, il existe d'autres types de transplantation de cellules d'un donneur sain vers un receveur dans le besoin. En effet, dans certaines maladies, comme la leucémie, les lymphomes ou encore certaines maladies génétiques, les lymphocytes du malade ne fonctionnent pas correctement et ne peuvent donc pas mener à bien le rôle immunitaire, créant ainsi une immunodéficience sévère chez le malade. Pour traiter ces patients, on transplante des cellules souches hématopoïétiques provenant de la moelle osseuse,
d'un donneur sain vers le receveur malade. Ces cellules souches hématopoïétiques étant les précurseurs de nombreuses cellules immunitaires, dont les lymphocytes T, on peut ainsi permettre au patient de se reconstituer un système immunitaire sain grâce aux cellules saines du donneur. Cependant, ce traitement impose la présence de lymphocytes T du donneur circulant dans le corps du receveur, donc avec le risque que ces lymphocytes T attaquent les cellules du receveur. Ce phénomène est appelé la réaction du greffon contre l'hôte, ou graft versus host disease en anglais, et correspond donc à l'attaque de lymphocytes T du donneur sur les cellules du receveur. Cette réaction débute, comme beaucoup de réactions immunitaires, lorsqu'un tissu du receveur subit une lésion. Cette lésion va induire un état inflammatoire et activer des cellules dendritiques via l'action combinée de cytokines IL-1 et TNF-alpha. La cellule dendritique migrera alors vers un nœud lymphatique où elle rencontrera les lymphocytes T du donneur. Si le donneur et le receveur ne sont pas MHC compatibles, le lymphocyte T reconnaîtra alors la cellule dendritique du donneur comme cellule étrangère, ce qui provoquera son activation. Une fois activé, le lymphocyte va proliférer et migrer vers les tissus périphériques du receveur qu'il détruira. Pour prévenir le GVHD, la plupart des transplantations ne se font que quand le couple donneur-receveur sont MHC compatibles, donc histocompatibles. Cependant, même chez les couples histocompatibles, le GVHD peut intervenir, une thérapie immunosuppressive est donc toujours indispensable. Outre les aspects dangereux du GVHD, il peut cependant avoir un aspect cliniquement positif. Les lymphocytes T du donneur peuvent en effet éliminer les cellules tumorales résiduelles du receveur. C'est l'effet du greffon contre la tumeur, ou graft versus tumor effect en anglais. Dans le contexte d'une leucémie aiguë par exemple, un cancer caractérisé par la prolifération incontrôlée des globules blancs, les lymphocytes T alloréactifs du donneur reconnaissent et détruisent les globules blancs cancéreux du receveur, ce qui augmente la probabilité de guérir le cancer. L'effet du greffon contre la tumeur est donc positif pour le patient leucémique. En conclusion, il faut équilibrer les effets néfastes et bénéfiques du GVHD en proposant une thérapie immunosuppressive adéquate, mais en évitant une immunosuppression totale, au risque de perdre l'effet du greffon contre la tumeur et d'incapaciter totalement le système immunitaire. Pour terminer ce cours, nous allons présenter les principes des thérapies immunosuppressives et leur utilisation dans le contexte des transplantations. En effet, même si l'histocompatibilité entre le donneur et le receveur est adéquate, il existe toujours un risque de rejet de greffe orchestré par les lymphocytes T. En tant que régulateur essentiel de la réponse immunitaire adaptative, les lymphocytes T sont au centre des mécanismes de rejet de greffe. Une fois activés, ils interagissent avec de multiples cellules, comme les macrophages, qui sécrètent des cytokines pro-inflammatoires. Ils peuvent également évoluer en lymphocytes T CD8, qui peuvent agir directement contre les cellules cibles, ou en lymphocytes T CD4, qui peuvent activer les lymphocytes B, qui sécréteront des anticorps. Ils peuvent encore interagir avec les cellules endothéliales pour recruter plus de cellules immunitaires. En conclusion, comme nous l'avons vu à de multiples reprises dans les sections précédentes de ce cours, les lymphocytes T induisent un état inflammatoire délétère et cytotoxique. Pour contrer leur activité, les thérapies immunosuppressives sont composées de molécules qui inhibent la bonne fonction des lymphocytes T. Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour provoquer l'arrêt efficace de l'activité des lymphocytes T. La première stratégie consiste à inhiber l'activation et la prolifération des lymphocytes T. Pour ce faire, on utilise fréquemment des corticostéroïdes, qui sont des molécules dérivées des hormones glucocorticoïdes qui inhibent l'activation des lymphocytes et la réactivité du système immunitaire par la modulation de récepteurs intracellulaires. Leur effet est très complexe, avec plus de 20% des gènes leucocytaires modulés par l'effet des corticostéroïdes. On peut également utiliser des antimétabolites comme le mycophénolate ou l'azatioprine qui inhibent la synthèse d'ADN, provoquant un effet antiprolifératif sur les cellules à division rapide, notamment des lymphocytes en phase de prolifération. Les antimétabolites provoquent malheureusement des effets secondaires importants sur les tissus à division cellulaire rapide, comme la peau, la moelle osseuse ou le système digestif. Finalement, on utilise des inhibiteurs de la calcinurine, comme la cyclosporine ou le tacrolimus, qui provoquent l'inhibition de NFAT, induisant une réduction d'IL-2
essentiels à la prolifération des lymphocytes T. La deuxième stratégie cible la signalisation des lymphocytes T en utilisant la rapamycine, aussi connue sous le nom de sirolimus, pour inhiber l'activité de la protéine mTOR, qui est impliquée dans la régulation de la croissance et de la prolifération des cellules. Avec cette stratégie, toutes les cellules de l'organisme sont atteintes, sans discrimination. Finalement, la dernière stratégie consiste à injecter des anticorps dirigés contre les lymphocytes T, comme l'alemtuzumab, qui a une action déplétive contre les lymphocytes en ciblant le CD52, présent à la surface de la plupart des lymphocytes matures et induisant une destruction par cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps que nous avons évoqués à la section précédente. On peut également utiliser des anticorps qui interfèrent avec les signaux de prolifération des lymphocytes, comme le basiliximab, qui inhibe la signalisation dépendante de l'IL-2 et réduit ainsi la prolifération des lymphocytes sans avoir une activité déplétive directe contre ceux-ci. De par leur effet sur le système immunitaire, les immunosuppresseurs induisent plusieurs effets secondaires notables, comme par exemple des infections par des microbes opportunistes, comme le cytomégalovirus, qui profitent de l'incapacité du système immunitaire à gérer les infections de manière efficace. On retrouve également l'émergence de maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques, due à une dysfonction des mécanismes de tolérance immunitaire, ou encore des cancers, induits par l'incapacité du système immunitaire à reconnaître et détruire les cellules cancéreuses, ou une incapacité à maîtriser la prolifération de microbes protumoraux, comme par exemple le virus de l'herpès de type 8 qui induit le sarcome de Kaposi. Finalement, chaque catégorie d'immunosuppresseurs peut avoir des effets secondaires qui lui sont propres, comme par exemple les corticostéroïdes qui induisent des œdèmes, une intolérance en glucose, ou encore des troubles de l'homéostasie du potassium dus à leur effet glucocorticoïde. Le développement des techniques chirurgicales et la compréhension globale des mécanismes liés au système immunitaire ont rendu la transplantation routinière dans le cadre des traitements médicaux. Ces avancements, complétés par le développement de réseaux de centres de transplantation et les thérapies immunosuppressives, sauvent des vies tous les jours. Cependant, la transplantation reste difficile, notamment due à la rareté des organes disponibles. De plus, la transplantation n'est pas un remède miracle contre les maladies ayant affecté l'organe transplanté, et ces maladies peuvent ressurgir dans le greffon. Finalement, malgré leur côté essentiel, les thérapies immunosuppressives provoquent beaucoup d'effets secondaires, ce qui affecte significativement la qualité de vie et la durée de vie des personnes transplantées. Nous voilà arrivés à la fin de la section C du cours sur la transplantation. Durant cette présentation, je vous ai évoqué des cas spécifiques de greffe, notamment la transfusion sanguine, ou transplantation de globules rouges, qui est très souvent utilisée, mais nécessite une analyse systématique des groupes sanguins du donneur et du receveur, afin d'éviter les réactions de transfusion. Ces réactions sont provoquées lorsque des antigènes des groupes A ou B interagissent avec des anticorps anti-A ou anti-B, appelés isohémagglutinine. Un autre cas spécifique de transplantation est la transplantation de moelle osseuse, qui peut provoquer la réaction du greffon contre l'autre, ou graft versus host disease en anglais, qui survient quand on greffe des cellules souches hématopoïétiques, par exemple chez un individu atteint d'une leucémie. Dans cette réaction, les lymphocytes T du donneur attaquent les cellules du receveur. Pour limiter l'incidence de cette réaction, on utilise des thérapies immunosuppressives qui incapacitent les lymphocytes T. Il faut toutefois bien équilibrer ce genre de thérapie afin d'éviter d'inhiber complètement les lymphocytes T et de perdre ainsi la réaction du greffon contre le cancer. Finalement, comme nous l'avons vu au travers de ce cours, les lymphocytes T sont les principaux responsables du rejet de greffe. Pour prévenir le rejet, on utilise donc des thérapies immunosuppressives qui inhibent l'activité des lymphocytes T via différents mécanismes. Bien qu'essentielles, ces thérapies induisent de nombreux effets secondaires, comme les infections opportunistes, ou encore l'émergence de maladies auto-immunes, ou le développement de cancers.